Elle s'appelait Élise Moreau, mais son prénom semblait s'effacer dans les endroits où elle passait, comme une odeur familière qu'on oublie presque aussitôt parce qu'elle vous ressemble trop. Une femme invisible à première vue, mais que l'on ne parvenait pas à effacer ensuite. C'était en avril, un de ces mois traîtres dans le sud de la France, quand l'air promet déjà l'été, mais que la lumière ment encore. Elle venait d'emménager dans un ancien immeuble bourgeois de Nîmes, un bâtiment fatigué, en pierre blonde, avec des escaliers qui craquent et des fenêtres trop grandes pour ce siècle. L'appartement avait quelque chose de suspendu, comme s'il n'avait pas tout à fait décidé s'il appartenait encore au présent. Il sentait la cire, la solitude et le passé. C'était précisément ce qu'elle cherchait. Ce matin-là, Élise s'était levée avant que le soleil ne touche les volets. Elle avait à peine dormi l'excitation ou la crainte, elle ne savait pas. Elle avait marché pieds nus sur le parquet froid, frôlant les murs comme si elle demandait la permission d'être là. Elle s'habituait à la manière dont l'espace résonnait, à ces silences différents de ceux qu'elle avait connus à Paris. Ici, le silence n'était pas vide. Il était dense, habité. Il murmurait. Elle s'était arrêtée devant une vieille commode laissée là par l'ancien propriétaire. Le meuble était en acajou, patiné, imposant. L'un des tiroirs, en haut à gauche, résistait légèrement à l'ouverture, comme si ce qu'il contenait n'était pas encore prêt à se dévoiler. Finalement, il céda. Une petite clé, enveloppée dans du velours noir. Élise la prit entre ses doigts. Elle n'était pas ordinaire, trop fine pour une serrure moderne, trop travaillée pour être fonctionnelle. Une clé d'ombre. Elle la glissa dans la poche de son peignoir, sans trop y penser. Dans l'appartement juste au-dessus du sien vivait un homme, qu'elle n'avait pas encore vu. Mais elle connaissait déjà son pas. Une démarche assurée, régulière, presque lente, qui résonnait sur le vieux parquet comme un code. Chaque soir, à la même heure, il marchait du salon à la cuisine, puis jusqu'au balcon. Parfois, il s'arrêtait. Parfois, il ouvrait une bouteille. Une fois, elle avait entendu de la musique du piano, grave, mélancolique. Ce soir-là, elle s'était assise contre le mur au sol, comme pour mieux entendre. Élise n'était pas venue à Nîmes par hasard. Elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Une vie, sans doute. À Paris, elle avait laissé un appartement blanc, vide, un homme trop correct, et des choix trop serrés autour de son cou. Ici, elle n'était encore personne. Elle pouvait réapprendre à respirer. Ce fut dans une librairie poussiéreuse de la vieille ville qu'elle le vit pour la première fois. Il avait le dos tourné, feuilletait un livre relié en cuir, d'un geste trop lent pour ne pas être sensuel. Il portait une chemise sombre, les manches rétroussées, et un parfum discret de bois fumé. Lorsqu'il se retourna, leurs regards se croisèrent. Il n'eut pas besoin de sourire. Il l'avait déjà vu. Elle le sut immédiatement. Elle hésita, voulut reculer, mais il parla avant même qu'elle bouge. Il ne posa aucune question banale. Il parla d'un auteur polonais dont elle n'avait jamais entendu parler, mais elle fit semblant. Parce qu'elle voulait que ça dure. Parce qu'il y avait dans sa voix cette inflexion rare, quelque chose entre la lassitude et le feu. Il s'appelait Adrien Varga. Son nom avait la résonance d'un secret. Ils se croisèrent ensuite 2, 3 fois. Jamais par hasard. Jamais par rendez-vous non plus. Toujours dans des lieux où le silence avait un rôle. Une galerie d'art, un cimetière abandonné, un petit bar sans enseigne. Leur conversation flottait au-dessus d'un précipice invisible. Aucun flirt. Aucun geste déplacé. Et pourtant, chaque mot semblait chargé d'un poids dangereux. Chaque regard, une provocation muette. Un soir, il la raccompagna jusqu'à la porte de son immeuble. Il ne monta pas. Il ne demanda rien. Mais avant de partir, il effleura le mur près de la serrure, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Elle rentra. Le silence du couloir semblait plus dense que d'habitude. En refermant la porte, elle se souvint de la clé. Elle la sortit, l'observa longuement, la plaça dans la serrure du petit cabinet attenant au salon. Un déclic, une odeur d'oubli, une pièce dissimulée derrière un panneau mural. Elle y entra. Un bureau. Dame cahier. Dame photo. Dame coupure de journaux. Un nom répété plusieurs fois, tracé à l'encre noire, Varga. Et, au centre, une photo ancienne, cornée, où l'on reconnaissait sans mal le regard d'Adrien. Plus jeune, plus dur. Elle sentit le vertige monter. Ce n'était pas un hasard. Tout avait commencé avant elle. Et si elle avait été choisie? La photo entre ses doigts vibrait presque. Pas littéralement, bien sûr. Mais quelque chose, dans ce visage figé par le temps, dans ce regard noir fixé hors du cadre, avait la consistance d'un frisson mal placé. Élise n'avait jamais cru aux signes. Et pourtant, elle sentit en elle quelque chose basculer, comme si tout ce qu'elle pensait contrôler s'était éloigné de quelques pas. La laissant seule face à une histoire qui n'était pas encore la sienne, mais qui la réclamait. Elle observa le reste des documents. Certains portaient des dates anciennes, d'autres plus récentes. Une lettre inachevée, signée seulement d'un initial L. À côté, une enveloppe contenant une clé identique à la sienne, mais brisée.
Au fond d'un tiroir, un carnet à peine lisible. Une écriture nerveuse, désordonnée. Un prénom revenait souvent, sous des formes variées, effacées, raturées, Élise. Son cœur accéléra. Elle ne savait plus si c'était la peur ou le désir qui montait. Elle sortit précipitamment de la pièce, referma le panneau mural, plaqua la paume quelques secondes, comme pour en effacer la trace. Puis, sans se retourner, elle alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit en grand. L'air du soir entra, chargé d'une odeur de feuilles et de pluie ancienne. Au-dessus, elle entendit les pas, lents, inexorables. Adrien, il était là. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle s'allongea habillée, en travers du lit, le regard fixé sur le plafond. Elle tentait de se souvenir s'il avait déjà dit son nom. Non, pas une seule fois. Et pourtant, il semblait le connaître. Les jours suivants, elle l'évita. Pas par peur, mais pour observer. Elle devint plus attentive, comme si chaque détail du monde avait soudain gagné en netteté. Elle apprit ses horaires, ses silences. Elle reconnut les variations de sa démarche quand il était tendu, quand il était seul, quand il parlait au téléphone. Une nuit, elle entendit une voix de femme dans son appartement, rieuse, furtive, puis plus rien. Elle se surprit à en être jalouse. La pièce secrète l'appelait, chaque jour un peu plus. Mais elle résistait, parce qu'elle savait que si elle y retournait, elle ne pourrait plus faire semblant. Ce qu'elle avait découvert n'était pas une coïncidence. C'était une énigme. C'est dans la lumière trouble d'un soir d'orage qu'il réapparut. Elle était dans la cour intérieure, un vieux livre à la main, qu'elle ne lisait pas vraiment. Il passa, sans la regarder, mais s'arrêta, dos tourné. Puis il parla, toujours sans se retourner. Sa voix était plus grave que dans ses souvenirs. Il dit qu'il avait connu une femme qui lui ressemblait. Il dit qu'elle avait disparu. Il dit qu'il ne l'avait jamais cherchée. Puis il se retourna enfin. Le regard qu'il posa sur elle n'avait rien de tendre. Il était presque dur, comme si elle portait en elle une question qu'il refusait encore de poser. Elle ne dit rien. Elle soutint ce regard, sans ciller. Et pour la première fois, il sourit. Pas vraiment de joie. Un sourire comme une cicatrice. Il s'approcha, doucement, comme s'il testait les limites. Il tendit la main, pas pour la toucher, mais pour prendre le livre qu'elle tenait. Il lut le titre à voix basse. Un roman oublié. Une histoire d'obsession. Leurs doigts se frôlèrent. Juste une seconde. Mais cela suffit. Le soir même, elle retourna dans la pièce cachée. Elle photographia les documents. Elle lut tous ceux qu'elle pouvait. Une partie restait incompréhensible. Code, initial, fragment de phrase. Mais un passage la frappa. Une description. Une femme aux cheveux bruns, peau très pâle, regard inquiet. Presque sans reflet. La description était datée d'il y a 8 ans. Et elle était signée Adrien V. Plus elle avançait, moins elle comprenait. Était-elle un hasard? Une répétition? Une réplique? Elle décida de l'affronter. Le lendemain, elle monta à l'étage, frappa à sa porte. Une fois, 2 fois. Aucune réponse. Pourtant, elle entendait une musique, cette même mélodie, lente, presque douloureuse. Elle tenta la poignée. La porte était entr'ouverte. Elle entra. L'appartement était sombre, mais ordonné. Un parfum de tabac blond et d'encre. Dame livre partout. Dame photo. Dame carnet. Elle avança lentement, consciente de transgresser quelque chose. Au mur, une toile inachevée. Elle s'en approcha et se figea. C'était elle, peinte à l'huile, incomplète, mais indiscutablement elle. La pose, le regard, même la chemise qu'elle portait le jour de leur rencontre. Elle recula d'un pas et sentit une présence derrière elle. Adrien. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder, longuement. Puis il s'approcha, si près qu'elle. Sentit son souffle, mais il ne la toucha pas. Il effleura la toile du bout des doigts, comme s'il voulait la lui rendre. Puis il dit une phrase qu'elle ne comprit pas tout de suite. « Tu ne devrais pas être là, Élise. » Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il ajouta, plus bas, « Tu ne sais pas ce que tu réveilles. Tu ne sais pas ce que tu réveilles. » Cette phrase résonna longtemps dans la tête d'Élise, bien après qu'elle ait quitté son appartement. Elle descendit les escaliers à tâtons, comme si l'air s'était épaissi autour d'elle, comme si chaque marche portait une trace de ce qu'elle venait d'apprendre ou plutôt, de ce qu'on venait d'éviter de lui dire. Elle ne comprenait pas encore, mais elle sentait. Et ce sentiment était plus fort que la logique. Le lendemain matin, elle reçut une lettre glissée sous sa porte. Un papier blanc, sans enveloppe, plié en deux, où était inscrit 6 mots. Ce n'est pas la première fois. Aucune signature. L'écriture n'était pas la sienne, ni celle d'Adrien, elle en était presque sûre. Une écriture légèrement tremblée, d'un autre temps, presque féminine. Elle garda la lettre contre sa poitrine un instant, puis la glissa dans le livre qu'il lui avait pris quelques jours plus tôt, comme si ça lui permettait de garder le sens caché, à l'abri de la lumière. Ce jour-là, elle resta enfermée, pas par peur, par instinct. Elle relut les pages du carnet découvert dans la pièce secrète.
Certains fragments semblaient changer de sens à chaque lecture. Une note lui sauta aux yeux, qu'elle n'avait pas remarquée avant, le reflet ne ment jamais, mais il ne dit pas la vérité non plus. Elle passa de longues heures à observer son propre visage dans le miroir. Pas pour se juger, mais pour chercher. Comme si, en se regardant fixement, elle pouvait deviner celle qu'elle était avant de venir ici ou celle qu'elle allait devenir. Le soir, elle sortit, marchant longtemps dans les rues anciennes de Nîmes. Elle croisa des visages qu'elle crut reconnaître. Elle s'arrêta devant une vitrine fermée, son reflet pris dans la buée du verre. Et derrière elle, un autre reflet, un visage qui la regardait. Elle se retourna personne. Le doute s'insinua lentement. Elle ne savait plus si elle était suivie ou si elle devenait simplement incapable de faire la différence entre ce qui se passait réellement et ce qu'elle redoutait ou désirait. Elle décida de retourner voir Adrien. Cette fois, il ouvrit avant même qu'elle frappe. Il semblait l'attendre. Il la fit entrer sans un mot. Le salon était éclairé par une lampe basse, tamisée, presque intime. Sur la table, un carnet ouvert, une page blanche. Il la regarda écrire son prénom. Juste ça, son prénom. Puis il referma le carnet. Tu vois, dit-il doucement, ce n'est pas la première fois que tu viens ici non plus. Il lui servit un verre de vin. Elle ne demanda rien. Elle but, lentement. Le silence entre eux était devenu une langue. Elle comprenait sans comprendre. Il sortit d'un tiroir une photo ancienne, en noir et blanc. Une femme. Même trait, même posture. Mais ce n'était pas elle. C'était impossible. La photo était datée de 1984. Elle la fixa longuement. Le papier trembla entre ses doigts. Tu n'es pas la première. C'est ce que tu veux dire? Demanda-t-elle enfin. Il hocha à peine la tête, comme si l'aveu avait un poids trop ancien pour être prononcé encore une fois. Il raconta alors à demi-mot l'histoire d'une femme qu'il avait peinte autrefois. Une étrangère, une obsession. Elle s'appelait aussi Élise, ou croyait s'appeler ainsi. Chaque détail, chaque geste, chaque regard, tout semblait rejouer une scène qu'il avait déjà vécue. Mais ce qu'il taisait, c'était pourquoi. Pourquoi cette répétition? Pourquoi elle? Elle sentit quelque chose monter en elle. Une peur douce, collante. Pas de lui, d'elle. De ce qu'elle était venue chercher, sans le savoir. Elle se leva, avança vers lui. Pas pour l'embrasser. Pour le toucher, oui. Mais pas par tendresse. Pour s'assurer qu'il était bien là. Qu'elle était encore, elle, dans ce corps, dans ce moment. Il ne recula pas. Leur visage était proche. Trop. Son souffle la frôlait à peine, mais elle y sentit un vertige. L'envie et la retenue, mêlées, comme deux ennemis forcés, de partager le même lit. Il tendit la main, cette fois pour effleurer sa joue, presque sans la toucher. Puis il s'éloigna brusquement, et dit seulement « Tu n'as encore rien vu ». Mais tout est déjà là. Cette nuit-là, Élise rêva d'un escalier sans fin, d'une chambre rouge, de toiles suspendues entre des visages inconnus. Et dans chacun, une variation du sien. Plus vieille, plus jeune, plus perdue. Mais toute silencieuse. Elle se réveilla avec une phrase qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui vibrait en elle comme un souvenir. Chaque désir laisse une trace, et certaines deviennent des murs. Elle retourna dans la pièce cachée. Cette fois, elle remarqua un détail, un vieux magnétophone, presque dissimulé sous un drap. Elle l'alluma. Une voix, la sienne, ou quelque chose qui lui ressemblait trop. Elle parlait d'un homme, de souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas. Elle coupa la bande avant la fin. Elle ne pouvait pas encore. Et pourtant, elle savait. Ce n'était pas la première fois, mais serait-ce la dernière? La première chose qui troubla Élise, ce ne fut pas le son. C'était le silence après le son. La voix sur la bande, une fois éteinte, ne quittait plus la pièce. Elle semblait imprégnée dans les murs, suspendue entre les objets. Ce n'était pas seulement la ressemblance avec sa propre voix qui la hantait, c'était la façon dont cette voix semblait parler à travers elle, ou depuis un endroit où elle-même n'était jamais allée. Chaque mot semblait reculer, comme s'il savait trop bien ce qu'il risquait à se dire. Elle laissa le magnétophone fermé, immobile, et resta face à lui pendant des heures, sans le rallumer. Parce qu'au fond, elle le savait, certaines réponses changent la forme même de la question. Et tout au fond d'elle, une résistance muette prenait racine. Elle n'était peut-être pas prête à payer ce prix-là. Elle sortit dans la ville, marcha, lente, presque flottante. Les rues lui semblaient plus étroites, les vitrines plus réfléchissantes. Elle croyait se reconnaître partout, un geste, un profil, une voix derrière elle, à peine audible, qui disait parfois Élise, ou un prénom trop proche pour être innocent. Tout résonnait d'un écho qu'elle n'avait pas lancé. Et puis, elle le vit, Adrien, assis seul, en terrasse, un verre presque vide devant lui. Il avait l'air ailleurs, non pas distrait, mais déconnecté, comme s'il s'était déposé là en attendant que le reste du monde le rattrape. Elle l'observa à distance. Rien n'avait changé chez lui, sauf peut-être ses épaules, légèrement tombantes, comme après une longue attente. Elle s'approcha, s'assit,
sans parler. Il tourna les yeux vers elle. Ni surprise, ni tension. Plutôt une forme de calme qui se reconnaît dans l'inévitable. Il demanda, presque comme une formalité, « Tu as écouté jusqu'au bout ?» Elle secoua la tête. Non. Il hocha lentement la sienne, comme s'il savait. Il fouilla dans sa poche et en sortit une clé. Petite, usée, en cuivre terni. Tu devrais voir ce qu'elle ouvre. Il la déposa entre eux sur la table. Il ne la regarda même pas. Et sans dire autre chose, il se leva et partit. Un départ sans adieu, comme s'il lui avait simplement transmis quelque chose et que le reste ne le concernait plus. Elle resta là, face à la clé, comme face à une décision. Elle la prit. Le studio se trouvait à 2 rues de chez elle. Elle y alla en fin de journée, après avoir tourné longuement autour. C'était un immeuble ancien, un peu fatigué, avec une cage d'escalier étroite. La porte du dernier étage était métallique, mate, presque discrète. Elle entra. L'espace sentait la poussière ancienne et l'absence volontaire. Un lit bas, une armoire, un fauteuil. Mais surtout les murs, couverts de dessins, d'esquisses, de visages. Tous les siens, mais pas les siens d'aujourd'hui. Dames versions, dames expressions jamais vues sur elle-même. Dames angles qu'elle n'aurait jamais cru montrer. Dames regards qu'elle ne se souvenait pas avoir portés. Chaque feuille était une autre facette d'elle, connue de lui avant même qu'elle n'en ait conscience. Et au fond, un miroir, grand, ovale. Le cadre usé par le temps. Elle s'en approcha, et ce qu'elle vit la figea. Son reflet n'était pas en retard, comme souvent dans les histoires. Il était en avance. Un film décalage, une anticipation dans le regard, un souffle trop tôt, une présence qui observait non pas avec elle, mais depuis ailleurs. Elle recula brusquement. Le reflet retrouva sa logique, mais l'impression resta. Une faille à peine visible dans la surface du réel. Puis un bruit. Derrière elle, une porte. Fermée doucement, elle se retourna. Rien, vide. Mais elle n'était pas seule. Elle le savait. Quelque chose d'invisible était là. Une chaleur dans l'air, un regard dans le silence. Pas hostile, mais connu. Elle sortit sans rien toucher. Elle ne prit ni les croquis, ni le miroir. Mais elle laissa la porte entr'ouverte. Délibérément, comme on laisse une page inachevée. Ou un rêve qu'on veut retrouver plus tard. Le lendemain, dans l'escalier, elle croisa une femme. Âgée, élégante. Une silhouette comme arrachée à une autre époque. La femme s'arrêta, la regarda longuement, avec un mélange de fatigue et de reproche, et dit simplement, presque doucement, « Vous avez recommencé. » Puis elle disparut. Élise resta clouée sur place, le cœur battant. Elle ne connaissait pas cette femme, et pourtant, elle l'avait déjà entendue, cette nuit-là. Elle retourna dans la pièce secrète. Elle relança la bande, et la voix, la sienne ou presque la sienne reprit. « Je crois que je me suis déjà perdue ici. Mais cette fois, je vais laisser des traces. Pour la suivante, si tu m'entends, cherche la chambre jaune. C'est là que tout recommence. C'est là qu'il t'a trouvé. » Le souffle d'Élise se bloqua. La chambre jaune. Elle ne connaissait pas cet endroit. Mais en d'elle, quelque chose savait déjà. Une sensation logée sous la peau, au creux des nerfs. Elle connaissait cette lumière. Ce nom. Le matin suivant, une enveloppe l'attendait sur le paillasson. À l'intérieur, une photo couleur. Une chambre jaune, inondée de lumière douce. Un lit. Et une silhouette. Une femme assise, de dos. Elle. Son corps. Sa posture. Au dos de la photo, une seule phrase, tracée à l'encre brune, « Tu t'es déjà assise là. Il t'attend encore. » Elle fixa la photo longtemps, jusqu'à ce que les couleurs semblent s'éroder sous ses yeux. La chambre n'était pas familière, pas consciemment, mais la lumière l'était. Ce jaune pâle, presque chaud, comme un souvenir d'été. Étouffé dans la gorge. Elle avait déjà été là. Elle le sentait dans son ventre, dans ses bras, dans ce point précis entre ses omoplates qui s'activaient quand quelque chose d'enfoui remontait. Le problème, ce n'était pas la mémoire. C'était ce qu'elle voulait en faire. Adrien, depuis quelques jours, ne se montrait plus. Pas un bruit à l'étage, pas un pas dans le couloir. Elle se demandait s'il n'était pas reparti dans une de ces zones floues où il disparaissait parfois entre deux silences. Ou alors, il l'observait, de loin, comme s'il attendait qu'elle comprenne d'elle-même. La ville, elle, continuait de vivre, mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle se pliait autour d'elle. Les commerçants baissaient légèrement les yeux quand elle passait. Dames d'enfants chuchotaient quand elle longeait la fontaine de la vieille place, comme si son visage portait une rumeur que sa bouche ignorait. C'est dans une librairie fermée depuis des années qu'elle trouva le premier indice. Une enseigne couverte de poussière, une porte entr'ouverte malgré les chaînes. Elle entra, pas un bruit, une odeur de vieux cuir et de moisissure douce. Sur le comptoir, un livre ouvert, un roman sans titre, mais à la page marquée, une phrase. Soulignée, la chambre jaune est toujours là, mais elle change de visage pour chaque rêveuse. Elle sursauta en entendant un grincement derrière elle.
Un vieil homme, mince, les yeux pâles, se tenait dans l'ombre du fond. Il la regardait comme si elle revenait d'un long voyage. « Vous cherchez quelque chose que vous avez déjà trouvé » dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Il sourit. Un sourire lent, presque douloureux. « Le 17, rue des Silences. C'est là. » Elle ne posa pas de questions. Elle prit l'adresse comme une clé invisible. Sortit. Le 17, rue des Silences existait. Une façade abandonnée, à demi rongée par les feuilles, derrière un portail rouillé. Un ancien hôtel particulier, visiblement inhabité depuis longtemps. Pourtant, une lumière était allumée au 2e étage. Elle monta les marches, lentement, sentant chaque degré de poussière comme une préparation. À la porte, pas de sonnette, juste une poignée froide, en laiton. Elle poussa. La chambre était là, jaune, dorée, presque liquide sous la lumière du soir. Et au centre, le lit, exactement comme sur la photo. Elle entra. Tout en elle se tendait d'attente, de peur ou d'une sorte de fièvre. Elle s'approcha du lit, le toucha. Le drap était tiède. Quelqu'un était là, ou venait d'y être. Elle tourna lentement sur elle-même. Chaque meuble, chaque ombre semblait disposée comme dans un souvenir. Mais un souvenir qu'elle ne contrôlait pas. Un parfum léger, poudré, flottait dans l'air. Celui d'une autre, ou le sien, d'autrefois. Sur la coiffeuse, un carnet. Le même genre que celui dans la pièce secrète, mais plus ancien. La couverture en cuir était craquelée. Elle l'ouvrit. À la première page, un nom, Élise Monsieur. Mais ce n'était pas son écriture. Les pages étaient remplies d'obsessions, doutes, rêves. Dame mention de l'homme lui, souvent sans nom. Dame s'allusion à la peinture, à miroir, à une disparition. Elle feuilletait frénétiquement, jusqu'à une page où tout s'arrêtait. Juste une phrase écrite en lettres irrégulières, si tu lis ceci, c'est que tu as oublié. Mais lui, non. Il se souvient pour nous deux. Un frisson la parcourut. Elle entendit alors un pas. Derrière elle. Elle se retourna violemment. Adrien, appuyé contre l'encadrement de la porte. Il la regardait, sans surprise, avec ce calme opaque qu'elle ne parvenait jamais à briser. Elle ouvrit la bouche. Mais il parla avant elle. Je savais que tu finirais par revenir ici. Elle avança, sans réfléchir. Pourquoi cette chambre? Pourquoi moi? Il haussa légèrement les épaules. Tu es venu, comme toujours. Tu ouvres les mêmes portes. Poses les mêmes questions. Tu veux comprendre, mais tu oublies que tu n'es pas la première. Elle sentit une colère sourde, lente. Et toi, tu fais quoi? Tu rejoues le même jeu à chaque fois. Il s'approcha. Cette fois, il était plus proche que jamais. Elle sentit son souffle. Il murmura non. Je me rappelle. Et je t'attends. Chaque fois, elle aurait pu le gifler ou l'embrasser. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle ferma les yeux pour ne plus voir, pour essayer de se souvenir. Mais ce qu'elle vit, c'était autre chose. Un autre homme, un autre lieu, un cri dans une pièce fermée. Et elle, courant pieds nus sur un sol glacé. Quand elle rouvrit les yeux, il n'était plus là. La chambre était vide. Mais le carnet était toujours sur la coiffeuse. Et sur la dernière page, un mot avait été ajouté, à l'encre fraîche. Demain, minuit, la galerie rouge. Le mot n'avait pas été signé. Il n'en avait pas besoin. La précision de l'heure, le choix du lieu, la couleur, tout portait l'empreinte d'Adrien, même dans le silence. La galerie rouge. Rien que le nom faisait naître un malaise électrique au creux de la poitrine. Élise le sentait, cette invitation n'était pas une simple rencontre, c'était une épreuve. Elle passa la journée dans un état d'attente suspendu, sans but, sans logique, comme si chaque geste la préparait, comme si chaque battement d'horloge la conduisait, pas à pas, vers un seuil invisible qu'elle avait déjà franchi dans une autre version d'elle-même. Elle revit la chambre jaune en rêve l'après-midi, mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait une femme debout dans l'angle, les yeux bandés, le corps nu sous une lumière crue. Et dans la glace, ce n'était pas elle qui se reflétait. Quand la nuit tomba, elle s'habilla lentement, sans maquillage, sans artifice. Un pantalon noir, un ou pâle, simple, comme pour disparaître dans les ombres. Elle marcha longtemps. Ses pas la guidaient plus que sa volonté. Elle traversa les ruelles de Nîmes comme une étrangère dans sa propre peau. La galerie rouge n'était pas répertoriée, pas d'enseigne. Juste une porte discrète, au fond d'un passage étroit, derrière un ancien café fermé. Une lumière, rouge, ténue, filtrait sous la porte. Elle poussa. L'intérieur était plus vaste que ce qu'elle aurait cru. Dames murs entièrement peints en rouge sombre, presque bordeaux. Dames toiles suspendues, éclairées individuellement par des spots. Dirigées. Il n'y avait que quelques personnes, toutes silencieuses. Dames silhouettes. Aucune ne se retourna. Personne ne parlait. Elle se sentit observée sans que personne ne la regarde. Puis elle le vit. Adrien. Seul, face à une grande toile voilée d'un tissu noir. Il ne bougeait pas. Il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un.
Quand elle s'approcha, il leva les yeux vers elle, lentement, comme s'il l'avait senti bien avant de la voir. Il ne sourit pas, mais son regard contenait une tension plus puissante que n'importe quel mot. Elle se plaça à côté de lui, sans parler. Il souleva alors le voile. La toile les représentait tous deux. Mais ce n'était pas une scène réelle. C'était une variation ou une mémoire. Ils étaient là, dans une chambre sans mur, dans une lumière rouge vive, leurs regards entrelacés, les corps à peine esquissés, mais la tension palpable, presque douloureuse. Ce n'était pas une peinture de tendresse, c'était une peinture de fixation, de désir comme enfermement, de mémoire incarnée. Il murmura, sans la regarder, tu t'en souviens? Elle voulait dire non, mais son corps, lui, se souvenait. Ses bras, son ventre, son souffle court. Elle demanda c'était quand. Il répondit, après un long silence, plusieurs fois. Elle s'écarta de la toile. Le rouge la brûlait. Elle se retourna vers lui. Pourquoi moi? Il la suivit du regard. Parce que tu reviens toujours, même quand tu crois fuir. Elle sentit quelque chose se briser doucement en elle. Une illusion, ou une protection. Et toi, Adrien, tu choisis, ou tu enfermes. Il s'approcha lentement. Son visage, si proche maintenant, portait la fatigue de trop de veilles, de trop de souvenirs qu'on n'a jamais vécus. Moi, je me souviens, c'est tout ce que je peux faire. Leur visage était si proche qu'un souffle suffisait à les lier. Elle recula. Et si je veux sortir de ce cercle? Il la fixa très longtemps, puis répondit, sans émotion apparente, alors il faudra que tu détruises ce que tu es venu chercher. Elle resta figée. Autour d'eux, la galerie s'était vidée. L'étoile semblait les regarder. Le rouge s'était intensifié. Elle avait l'impression que chaque couleur pesait sur sa peau, qu'elle faisait partie du tableau. Il tendit la main vers elle. Elle hésita, puis la prit. Ses doigts étaient froids. Ou c'était elle qui brûlait. Ils sortirent ensemble. Dehors. La nuit était étrangement tiède. Aucun mot ne fut échangé pendant le trajet. Il la raccompagna jusqu'au seuil de son immeuble. Elle crut qu'il allait partir, mais il resta là. Alors, sans un mot, elle tourna la clé dans la serrure, et le laissa entrer. Il entra sans un mot, comme s'il avait toujours eu une place dans cet espace, comme s'il connaissait déjà la disposition des pièces, la façon dont la lumière de la cuisine glissait le long des murs à cette heure de la nuit. Élise ne fit rien pour l'arrêter. Elle non plus ne parla pas. Elle referma la porte derrière lui, lentement, sans précipitation, comme si fermer était un geste ancien, un retour à un geste oublié. Il s'arrêta dans le salon, devant la grande fenêtre, entr'ouverte. Le vent nocturne faisait frémir les rideaux pâles, une danse lente, presque érotique dans son indolence. Il s'accouda à l'encadrement. Elle s'approcha, mais elle garda une distance, cette ligne invisible entre eux, celle qu'il traçait, et effaçait sans cesse depuis le début. Il tourna la tête vers elle. Un regard, lent, chargé. Elle sentit en elle une escousse douce. Pas de peur. Un feu plus profond, plus ancien. Il murmura « Tu dors toujours la fenêtre ouverte ». Elle ne répondit pas, parce qu'il avait raison, et qu'elle ne voulait pas savoir comment il le savait. Il se détourna de la fenêtre, marcha dans la pièce comme un souvenir qui revient. Il s'arrêta devant la commode, celle où elle avait trouvé la première clé. Il posa la main dessus, avec lenteur. « Tu l'as ouverte ». Pas une question, une affirmation. Elle se contenta de dire pourquoi elle était là. Il ne répondit pas, pas tout de suite. Il caressa le bois, comme s'il cherchait quelque chose sous ses doigts. « C'est toi qui l'y as laissé ». Elle sentit son cœur battre plus vite, plus fort. « Je ne me souviens pas ». Il releva les yeux vers elle. Et dans ce regard, il y avait une douceur étrange. Pas de pitié, une forme de fatigue tendre. « Tu ne te souviens jamais ». Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd de ce qu'il ne disait pas, de ce qui était là, tapis, entre eux. Elle s'approcha de lui, lentement, très lentement, à portée de souffle. Elle leva une main, l'hésita près de son visage. Mais au lieu de le toucher, elle effleura son col. Puis elle recula, juste assez pour qu'il la suive. Des yeux. « Qu'est-ce que je cherche, Adrien ?» demanda-t-elle, la voix presque brisée. Il répondit « Bah, toi ». Elle ferma les yeux. Elle ne savait plus si elle avait froid ou chaud. Elle sentit la présence de ces murs comme celle d'un cocon ou d'une prison douce. Elle fit demi-tour et s'enfonça dans le couloir. Il la suivit, sans bruit. Chaque pas de lui derrière elle était une tension supplémentaire. Elle entra dans la pièce secrète. Il resta à l'entrée, ne franchit pas le seuil. Elle se retourna. « Tu veux que je vois quelque chose ?» Il hocha doucement la tête. Elle s'approcha du bureau. Le tiroir du bas, qu'elle n'avait jamais vraiment ouvert, glissa plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. À l'intérieur d'un livre, relié, ancien, aucun titre sur la couverture. Elle l'ouvrit, et vit des portraits, tout d'elle, ou presque, dames visages similaires, variés, le même regard, la même ossature, mais des époques différentes.
Dame vêtements d'un autre temps. Dame femme aux vies différentes, tout avec ses yeux. Sur certaines pages, des noms. Sur d'autres, des dates. Elle tourna une page. 1937. Une Élise qui portait une robe de bal, les mains croisées sur un balcon, le regard vers un homme dont on ne voyait que l'ombre. Une autre, 1975. Plus sauvage, plus brisée, à genoux dans une chambre sombre, le visage tourné vers la lumière. Toutes portaient le même fil, un fil qui menait à lui. Elle releva la tête. Il était entré. Il tenait un cahier. Il le posa à côté d'elle. Il l'ouvrit à une page marquée. Dame phrase, hachée, presque illisible. Mais certaines sautaient aux yeux. Je l'aime. Elle revient toujours, mais elle ne me reconnaît jamais complètement. Je suis le seul à m'en souvenir. Est-ce de l'amour ou de la punition? Elle lut en silence, puis referma doucement le carnet. Leurs regards se croisèrent. Il murmura, plus bas que jamais, tu veux rester? Elle ne répondit pas. Elle fit un pas vers lui, puis un autre, et s'arrêta tout près. Le désir n'avait pas besoin de gestes. Il était là, dans l'air, dans le tremblement qu'elle sentait dans ses propres paumes, dans la façon dont il respirait plus lentement, comme s'il essayait de ne pas brusquer un animal fragile. Elle leva la main. Cette fois, elle toucha son visage. D'un seul doigt, traçant une ligne lente de sa tempe à sa mâchoire. Il ferma les yeux. Elle recula à peine, assez pour qu'il ressente l'absence. Puis elle dit, je ne suis pas certaine de ce que je ressens. Il rouvrit les yeux. Ce n'est pas grave. Ça viendra, ou ça reviendra. Elle l'observa. Était-il fou? Était-elle en train de le devenir? Ou bien avait-il simplement trouvé un endroit du monde où le temps n'obéissait plus aux lois habituelles? Cette nuit-là, il resta. Ils ne dormirent pas. Pas comme on dort, pas comme on oublie, mais comme on guette ensemble quelque chose qui approche. Il pleuvait ce matin-là. Une pluie fine, presque imperceptible, mais constante, comme si le ciel voulait laver quelque chose sans le dire. Élise s'éveilla dans un demi-sommeil, seule dans le lit. La pièce avait changé. Rien de visible. Mais l'air, la manière dont la lumière touchait les murs, l'odeur aussi. Quelque chose de lui était encore là, mais comme un parfum sur un drap défait. Elle se leva lentement, les muscles légèrement douloureux, comme après une nuit de lutte muette. Elle trouva une tasse de café tiède dans la cuisine, et un mot griffonné sur un morceau de papier arraché, je reviens. Ne cherche pas. Elle aurait pu obéir, mais elle n'était pas ce genre de femme, ou plus ce genre-là. Elle passa la journée à marcher, encore, rue après rue, comme si la ville cachait entre ses pierres un écho d'elle-même. Elle repensa à toutes les femmes du carnet, à tous ces visages, les variations d'un même thème, une identité fragmentée, et lui toujours au centre, toujours le même, ou presque. Elle commença à écrire, dans un carnet neuf, juste quelques mots, maladroits, pas pour comprendre, pour garder une trace. Elle redoutait l'oubli. Elle sentait qu'il pourrait revenir à tout instant comme un voile glissé entre ses pensées. Le soir, elle retourna dans le studio du dernier étage, celui des dessins. La porte était entrebâillée. Elle entra. Rien n'avait bougé. Les croquis, le miroir, le silence. Mais cette fois, il y avait une boîte posée sur le fauteuil. Une boîte noire, carrée, lourde. À l'intérieur, un objet qu'elle reconnut immédiatement. Un médaillon. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo minuscule. Une femme. Encore elle. Ou une autre. Le visage flou. Mais le regard, non. Le regard lui appartenait. Sous le médaillon, une lettre, écrite à l'encre brune, fine, presque hésitante. Si tu as trouvé ceci, alors tu es prête. Il y a une maison à Arles, au bord de l'eau. Une maison que tu ne connais pas, mais qui connaît ton nom. Je t'y ai peinte, avant même que tu n'existes. Ne me crois pas. Viens, et souviens-toi par toi-même. Il n'y avait pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle ressentit n'était pas de la peur, c'était plus ancien. Une forme de certitude obscure, comme une route tracée dans le noir. Elle prit un train le lendemain, seule, sans prévenir personne, mais qui aurait-elle prévenu? Elle n'avait plus de passé ici, plus d'attache, à part un homme qui disparaissait comme la pluie sur les vitres. Arles était plus silencieuse que dans ses souvenirs. Ou c'était elle qui s'était vidée du bruit intérieur. Elle marcha jusqu'au Rhône, longea l'eau, guidée par une intuition douce, comme si ses pieds savaient ce que sa mémoire avait oublié. La maison était là, petite, ancienne, presque perdue dans la végétation. Elle frappa. Une fois, la porte s'ouvrit d'elle-même. Aucune voix, juste une pièce baignée de lumière dorée. Dame toile au mur, dame carnet, dame pigment. Et, au centre, un chevalet. Dessus, un tableau. Retournée, elle avança, toucha le bois du cadre. Elle sentait la chaleur dans l'air. Quelqu'un avait été là récemment. Peut-être encore. Elle retourna la toile, et recula. Elle y était, pas peinte, mais capturée. Le regard tourné vers elle, les yeux brillants.
le geste suspendu, et, derrière elle dans la peinture, un homme flou, indistinct, mais reconnaissable. Adrien, ou une version plus jeune, plus dure, plus amoureuse, ou plus dangereuse. Elle n'aurait su dire. Sous le tableau, une date. 1959. Elle resta longtemps là, le souffle court, le cœur battant. Puis elle entendit des pas derrière elle. Il était là, Adrien. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Ou alors elle voyait enfin. Il ne dit rien. Il posa sa main contre le cadre à côté de la sienne. Leurs doigts se frôlèrent. Elle ne recula pas. Il la regarda comme on regarde une chose perdue et retrouvée 1000 fois. Tu sais maintenant, dit-il. Elle acquiesça. Mais elle ne savait pas encore quoi elle savait. Seulement que quelque chose en elle s'était réveillé. Et que plus rien ne serait jamais tout à fait réel, ni tout à fait inventé. Il pleuvait encore quand elle sortit de la maison, par dans la nuit. Une pluie fine, presque complice, qui effaçait les traces de pas derrière elle. Adrien ne l'avait pas retenue. Il n'avait rien dit de plus après son tu sais maintenant. Il l'avait laissé s'éloigner comme on laisse partir une vérité qu'on n'a plus la force de porter. Mais elle sentait encore sa présence, comme une brûlure douce sur la peau. Elle marcha jusqu'au bord du Rhône, les chaussures à la main, les pieds dans la boue humide. Elle ne pensait plus sans phrase. Elle ressentait. Dame boucle. Dame sensation ancienne. Comme si chaque pierre de la ville lui murmurait un souvenir qu'elle n'avait pas vécu. Elle pensa à la toile. Elle y était représentée d'une manière qu'aucun miroir ne pouvait traduire. Il y avait, dans ce regard capturé par Adrien, quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à voir, une forme de résignation belle, dangereuse. Comme si elle s'était abandonnée à lui bien avant de le rencontrer. Comme si leur histoire n'était pas une construction, mais une répétition. Et pourtant, une partie d'elle résistait encore. Elle rentra à Nîmes 2 jours plus tard. L'appartement lui parut plus petit, plus chargé. Chaque meuble lui semblait habité par une version précédente d'elle-même. Elle hésita à allumer la lumière. Finalement, elle laissa le noir l'envelopper. Le silence la prit comme un gant. Elle se dirigea vers la pièce secrète, cette fois sans hésitation. Elle savait ce qu'elle venait chercher. Elle alluma le magnétophone. Mais aucune bande à l'intérieur. Elle fouilla, et trouva une cassette noire, sans étiquette, rangée dans le tiroir le plus haut. Elle la glissa dans l'appareil. La voix était la sienne, mais pas la voix de maintenant. Une voix plus jeune, plus rapide, comme agitée par l'urgence. Elle disait « Je l'ai aimé, mais je ne sais plus quand. Je crois qu'il m'a regardé comme personne. Mais est-ce qu'il m'a jamais vu? Je laisse ce message parce que je sens que je vais disparaître. Pas mourir, m'effacer. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Quelqu'un qui lui ressemblera. Peut-être toi. Alors, si tu m'écoutes, souviens-toi, ce n'est pas lui le piège. C'est le regard que tu acceptes de porter. Puis plus rien. Elle éteignit l'appareil. Elle resta assise dans le noir pendant des heures. Elle comprenait maintenant que tout n'était pas dans ce qu'il lui montrait, mais dans ce qu'il lui laissait croire. Le mystère, ce n'était pas lui. C'était elle. Elle n'était pas un miroir. Elle était un écho. Quand elle remonta enfin chez lui, la porte était entr'ouverte. Elle entra. Il était assis sur le sol, devant la grande toile qu'il avait commencé à peindre récemment. Elle vit tout de suite que ce n'était pas une d'elle, pas directement, une silhouette abstraite, d'âme couleur plus froide, presque grise. Une forme de rupture, de détachement. Il leva les yeux vers elle, fatigué, vide, ou peut-être seulement transparent. Elle s'agenouilla en face de lui. « Est-ce ce que je suis la dernière ?» demanda-t-elle d'une voix nue. Il la regarda, longuement, puis secoua la tête. Non, mais tu es la première à poser la vraie question. Elle sentit un nœud se défaire en elle. Il ajouta, très bas, tu crois que je te poursuis. Mais en vérité, c'est moi qui suis prisonnier de toi, de toutes les versions de toi. Je peins pour me rappeler. Je garde la trace. Mais toi, tu repars toujours. Tu oublies. Elle murmura, presque en colère, peut-être parce que je veux vivre. Et pas simplement rejouer. Il hocha lentement la tête, comme si cette phrase, il l'avait attendue. Il se leva, s'approcha de l'une des étagères, et sortit un carnet. Il le lui tendit. À l'intérieur, des lettres. Non envoyées. Tout adressé à elle. D'âmes mots comme des cris retenus. D'âmes phrases d'amour qu'on n'ose pas dire aux vivants. D'âmes à feu. D'âmes pardon. D'âmes regret. D'âmes peur. À la dernière page, si tu veux sortir, alors brûle. Ce qui a été peint. Ce qui a été écrit. Ce que j'ai cru t'imposer. Rien ne tient si tu refuses de le voir. Elle referma doucement le carnet. Elle sentit ses mains trembler. Ce n'était plus une histoire d'amour. C'était une libération. Ou une chute. Elle s'approcha de la toile grise. Elle prit un cutter posé sur le bureau. Elle le leva. Il ne bougea pas. Elle trancha la toile. Un cri silencieux résonna en elle. Pas de douleur. Un vide. Comme si elle venait de sectionner un fil ancestral. Il recula d'un pas.
Elle, non. Elle dit je vais partir. Il acquiesça. Mais ne dis rien. Elle ajouta et cette fois, je ne reviendrai pas. Il ferma les yeux, comme pour mieux l'écouter, puis ouvrit les bras, pas pour la retenir, pour la laisser passer. Et elle sortit. La ville n'avait pas changé. C'était elle qui n'avait plus la même peau. Chaque ruelle lui semblait neuve et pourtant familière, comme si elle redécouvrait ce qu'elle avait traversé 1000 fois, mais sous une lumière nouvelle, sans ombre portée. Élise avait quitté l'appartement. Elle n'avait rien emporté, juste son carnet noir, un médaillon, et une chemise pâle qu'elle ne se souvenait pas avoir achetée. Le reste, elle l'avait laissé derrière comme on abandonne une mue, un corps ancien. Elle avait marché longtemps, sans se retourner, sans penser au retour. Elle s'était installée dans une pension modeste à Avignon, non loin des remparts. Une chambre claire, simple, avec un lit étroit, une table nue, un miroir sans fioriture. Chaque matin, elle ouvrait la fenêtre sur les toits rouges, respirait l'air neuf et s'efforçait de ne pas penser à lui. Mais l'absence d'Adrien n'était pas un vide. C'était un objet, dense, invisible. Il occupait l'espace entre ses gestes. Il se glissait dans le bruit des pas dans la rue, dans la manière dont le vent entrait par la fenêtre. Il apparaissait dans ses rêves, mais différemment. Plus flou, plus lointain. Comme un souvenir que l'on commence à oublier, mais qui laisse une empreinte sous la peau. Chaque soir, elle écrivait. Pas pour comprendre, pour déposer. Dame phrase courte, libre, souvent incomplète. Je me suis vue dans la toile. Mais ce moi, ce regard-là. Le rouge me poursuit. Je suis fatiguée de renaître dans ses yeux. Parfois, elle dessinait. Dame forme abstraite. Dame figure qui se répétait. Un ovale toujours le même. Peut-être un miroir. Ou une chambre. Ou une cage. Un matin, en ouvrant le carnet, elle trouva une page écrite de sa main, mais dont elle n'avait aucun souvenir. Il y avait une porte dans la maison d'Arles que je n'ai pas ouverte. Elle sursauta. Elle relut la phrase 5 fois. L'écriture était la sienne, mais elle ne se rappelait pas l'avoir tracée. Elle pensa à y retourner, mais quelque chose la retint. Elle sentait que ce n'était plus le moment. Elle devait rester là, dans cette suspension, dans cette version d'elle-même qui avait décidé de ne pas répondre à l'appel. Juste cette fois. Mais la nuit suivante, elle fit un rêve. Elle marchait dans un champ de blé, un vent chaud dans les cheveux, et devant elle, Adrien, immobile, lui tournant le dos. Elle l'appelait, mais aucun son ne sortait. Quand elle posait la main sur son épaule, il se retournait. Ce n'était pas son visage, c'était le sien. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ce jour-là, elle alla au musée Calvet. Elle marchait au hasard dans les galeries jusqu'à ce qu'une peinture l'arrête. Un portrait ancien, XVIIe siècle. Une femme en robe noire, assise dans une pièce nue. Son regard, fixe, troublant, identique au sien, à elle. Elle relut la légende. Portrait de elle. Monsieur, inconnu. Atelier d'Avignon, 1669. Elle recula. Elle. Monsieur. Les mêmes initiales. Que dans les carnets. Le même regard. La même tension contenue dans le port du menton. Et à côté du cadre, une petite note manuscrite, griffonnée, dont anonyme, collection particulière. 2007. Adrien. Elle le sut sans le lire. Elle sortit du musée en tremblant. Ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini tant qu'elle n'aurait pas regardé au bon endroit. Non pas dans ses souvenirs, mais dans ceux qu'on avait laissés à sa place. Elle retourna dans sa chambre. Elle s'assit devant le miroir. Longtemps. Elle tenta de ne pas penser. Et au bout d'un moment, quelque chose bougea. Pas dans le miroir, mais en elle. Un souvenir. Très ancien. Une voix de femme, douce, inquiète. Un prénom murmuré dans l'obscurité, Élise. Tu dois choisir cette fois. Tu dois choisir. Ce n'était pas une mémoire. C'était une empreinte. Une pression fine, constante, qu'elle ressentait au centre du sternum, comme si une main invisible y appuyait depuis toujours. Le souvenir de la voix dans le miroir tu dois choisir. Cette fois résonnait dans son corps plus que dans sa tête. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle en connaissait déjà la fin, chaque version d'elle-même avait dû entendre cette phrase. Aucune n'avait su ce qu'elle signifiait jusqu'au moment de la chute. Mais peut-être que cette fois, il ne s'agissait pas de tomber. Peut-être que cette fois, il fallait rester debout. Elle passa la journée enfermée, les volets à demi clos, le corps tendu, comme retenu par des fils invisibles. Elle essaya d'écrire, mais la page restait muette. Alors elle se leva, regarda longuement ses mains, chercha une trace sur sa peau. Rien. Et pourtant, elle savait qu'il restait en elle. Pas comme un homme, mais comme un geste. Une cicatrice douce qu'on n'ose pas guérir. Elle pensa à retourner. À Arles. Elle pensa à lui écrire. Elle pensa à disparaître à nouveau. Mais elle fit quelque chose d'autre. Elle prit un train pour Paris. L'arrivée fut brutale. La ville l'accueillit comme un bruit. Les rues étaient trop pleines, les lumières trop nettes. Elle se sentit immédiatement étrangère. Elle prit une chambre dans un hôtel anonyme près de Montparnasse. Pas pour y rester, pour y observer.
Elle n'avait jamais vraiment compris ce qu'elle fuyait, autrefois. Paris n'avait pas été le lieu du départ, seulement celui de l'effacement. Elle en prenait conscience maintenant, ce n'était pas Adrien qu'elle fuyait à l'époque. C'était ce qu'elle devenait chaque fois qu'elle restait trop longtemps dans le regard d'un homme. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de fuir. Elle se rendit à la Bibliothèque nationale. Elle passa l'après-midi à chercher, sans trop savoir quoi. Peut-être un nom, une trace, une photo ancienne. Elle fouilla les archives privées, les fonds d'artistes oubliés. C'est dans une boîte grise, à moitié déclassée, qu'elle trouva un indice. Une lettre signée Adrien Varga, datée de 1996, adressée à une certaine Lucille Moreau. Elle lut lentement. Je vous écris parce que j'ai peint votre fille. Elle m'est revenue. Pas littéralement, bien sûr, mais ce visage. Je ne pouvais pas l'inventer. Il y a quelque chose en elle que je reconnais. Un lien, un fil. Je ne vous demande pas de croire. Je vous demande seulement de me laisser la voir une dernière fois. Élise relut plusieurs fois. Lucille Moreau, sa mère. Mais cette lettre, elle ne l'avait jamais vue, jamais su qu'elle existait. Elle sortit, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle appela un ancien ami de la famille. Une voix surprise. Au téléphone. Puis, doucement, une confirmation. Oui, sa mère avait connu un homme du nom de Varga. Oui, elle l'avait rencontré à Arles, dans les années 90. Non, elle n'avait jamais voulu en parler. Un peintre étrange, disait-elle. Il regarde comme s'il sculptait l'intérieur. Élise raccrocha, envahie par une forme de colère tranquille. Il ne l'avait pas rencontrée par hasard. Il l'avait reconnue. Ou plutôt, il avait reconnu en elle une répétition. Et il s'en était approché. Encore. Toujours. Mais pourquoi? Elle se souvint du carnet dans la pièce secrète. La dernière phrase. Rien ne tient si tu refuses de le voir. Alors elle comprit. Ce n'était pas à Adrien qu'elle devait échapper. C'était à ce regard. Celui qui la plaçait dans un récit. Déjà écrit. Celui qui la fixait dans une forme. Une femme peinte. Un reflet obsédé. Un corps dans une toile. Elle retourna dans sa chambre d'hôtel. Elle s'assit face au miroir. Cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle murmura, lentement, « Je ne suis pas une image. » Et quelque chose en elle recula. Pas une voix. Pas un souvenir. Quelque chose de plus ancien. De plus profond. Comme si une version d'elle-même avait enfin cessé de tenir la pose. Le lendemain matin, Paris lui semblait moins lourde. Non pas plus douce, mais plus lisible. Les rues ne l'écrasaient plus. Elle avait dormi peu, mais profondément. Ce n'était pas la paix seulement l'épuisement d'avoir lâché quelque chose qui l'étranglait depuis longtemps. Elle avait cessé d'attendre, d'espérer une réponse venue de lui. Il n'y aurait pas de dernière lettre, pas de dernier tableau, pas de dernier mot qui expliquerait tout, parce qu'il ne s'agissait pas de comprendre. Il s'agissait de reprendre son reflet, sa voix, sa mémoire. Elle descendit dans la rue avec une seule idée, revenir à Arles, mais non pas pour chercher Adrien, pour fermer, pour mettre le feu, s'il le fallait, au cadre entier de cette histoire. Il n'était plus le centre, il n'était même plus l'ombre. Elle loua une voiture. Le trajet, lui, sembla étrangement court. Elle reconnut chaque virage de la route sans le vouloir, comme si son corps s'en souvenait mieux qu'elle. À l'approche de la maison, le ciel devint plus dense, pas nuageux, mais chargé, comme l'intérieur d'une chambre juste avant qu'on y entre. La porte n'était pas fermée. Elle entra. L'air avait une autre texture, moins chaude, plus plate, comme une maison vidée de son occupant, mais pas de son fantôme. Elle parcourut les pièces, à pas lents, attentive. Tout était à sa place. Les carnets, les pinceaux, le chevalet, vide cette fois. Elle sentit une absence nette, pas une fuite, une disparition choisie. Elle entra dans la pièce du fond, celle qu'elle n'avait jamais ouverte jusqu'alors. Une chambre minuscule, sans fenêtre, une lumière artificielle. Au mur, une seule toile. Elle, mais différente, pas passive, pas offerte, pas regardée. Elle était debout, les yeux levés, face à quelque chose ou à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Les traits étaient vifs, presque douloureux. Il y avait dans ce portrait une forme de colère sacrée. Elle en eut le souffle coupé. C'était elle, mais peinte après le miroir, après Paris, après l'absence. Il l'avait vue ainsi, et il était parti, pas lâchement, par compréhension. Elle resta debout devant la toile pendant longtemps. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait plus besoin. Ce portrait était un adieu, peut-être le seul qu'elle pouvait recevoir, et il lui suffisait. Elle fit le tour de la maison une dernière fois. Dans une armoire, elle trouva un paquet de lettres non ouvertes. Dame Brouillon, tout d'Adrien. Aucun ne lui était adressé directement, mais chaque mot parlait d'elle. Elle est l'archive, le lien entre ce que j'ai vu et ce que je crois. Je ne peins pas son corps, je peins la blessure qu'elle ne veut pas regarder. Un jour, elle s'éveillera. Ce jour-là, je devrais disparaître.
Parce que je ne suis que le seuil. Elle referma les lettres, doucement. Il ne fallait pas en savoir plus. Ce qu'elle voulait maintenant n'était pas comprendre, ni aimer, ni se souvenir, c'était vivre. Elle sortit de la maison. Sur la terrasse, face au Rhône, elle alluma une cigarette. Elle n'avait pas fumé depuis des années. Elle l'avait arrêtée pour quelqu'un, pour appartenir à une version plus docile d'elle-même. Ce soir-là, elle fuma lentement, jusqu'à la fin. Puis elle retourna à l'intérieur. Elle prit une toile vierge, et pour la première fois, elle s'assit devant le chevalet. Non pour peindre elle, mais pour peindre ce qu'elle voyait, sans miroir. Elle traça un premier geste, puis un autre. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas beau, ni technique, ni destiné à durer, mais c'était le sien. Et dans ce silence-là, il n'y avait plus ni Adrien, ni boucle, ni répétition. Juste une femme, enfin seule, et libre. La toile qu'elle avait commencée ne ressemblait à rien, ou plutôt, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était en train de devenir, un geste brut, inachevé, presque maladroit, mais vivant. Le trait tremblait, fuyait, revenait. Il n'y avait pas de composition, pas de sujet, seulement du mouvement. Le lendemain, elle peignit encore, puis le surlendemain. Elle ne cherchait pas à comprendre ce qu'elle faisait. Elle ne cherchait plus à être la femme qui inspire, qui provoque, qui fascine. Elle cherchait à être la femme qui agit, celle dont l'image ne suffit plus. Personne ne vint, aucune lettre, aucun appel. Adrien avait disparu comme une fièvre qui retombe. Elle n'en voulait plus, elle n'en souffrait plus. Il ne restait de lui qu'une trace chaude, un vestige de regard sur sa nuque, parfois, quand elle fermait les yeux. Mais même ce souvenir-là s'effaçait peu à peu. Ce qui restait, c'était autre chose. Le vide, pas celui qu'on fuit, le vrai, celui qu'on accepte. Un après-midi, elle retourna dans la chambre jaune, celle de la photo, celle du début. Elle s'assit sur le lit, dans la lumière oblique. Elle se souvenait parfaitement de la première fois où elle y était entrée, de la tension dans son ventre, de la peur, de l'envie, de la sensation d'être observée, choisie. Mais cette fois, il n'y avait personne. Même le miroir n'avait plus d'écho. Elle se regarda, et enfin elle se vit, pas comme une projection, ni comme une archive, juste comme une femme, les traits tirés, les yeux clairs, les mains tachées de peinture, le cou un peu rouge d'avoir trop marché au soleil. Elle murmura quelque chose à son propre reflet, mais il n'y eut pas de réponse. Et c'était parfait ainsi. Ce soir-là, elle brûla une partie des carnets, pas tout, juste ceux où elle se sentait assignée à une histoire qui n'était pas la sienne. Elle jeta dans le feu les phrases d'Adrien qui la fixaient trop fort, les descriptions, les souvenirs prêtés, les regards volés. Elle regarda les cendres se former lentement, grises, fragiles, et elle sentit un calme inhabituel descendre en elle. Le lendemain matin, elle mit la maison en vente, pas pour fuir, pour laisser place. Il n'était plus question de boucle. Il n'y aurait pas de répétition cette fois. La femme suivante n'existerait pas, parce que cette fois, Élise était restée, et avait regardé tout au bout, et n'avait pas cédé. Elle quitta Arles par le petit train, fenêtre ouverte, vent dans les cheveux, une valise légère, pas de peinture, pas de lettres, rien que son carnet, celui qu'elle avait commencé le jour où Adrien était entré chez elle sans la toucher. Les dernières pages étaient presque blanches. Elle y écrivit. En lettres simples, droites, ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de retour. Et cette fois, je suis restée entière. Puis elle rangea le carnet, et regarda dehors, sans attendre la suite. Le retour à Paris fut silencieux. Pas de retrouvailles, pas d'explication, rien qui ressemble à une scène de clôture. Et pourtant, Élise sentait en elle la fin. Une fin lente, propre, sans drame. Comme la mer qui recule lentement après la tempête, laissant derrière elle des objets familiers, soudain redevenus étrangers. Elle s'installa dans un petit appartement près du canal Saint-Martin, au dernier étage, sous les toits. Un espace clair, modeste, mais vaste de silence. Elle ne cherchait pas à tout recommencer. Elle n'avait plus besoin de recommencer. Elle voulait simplement habiter sa vie. Elle reprit un travail dans une librairie, quelques jours par semaine. Assez pour rester en contact avec les mots, pas assez pour s'y noyer. Elle évitait les miroirs le matin, non pas par fuite, mais par choix. Ce qu'elle avait besoin de voir, désormais, elle le lisait dans la façon dont elle se tenait droite, dans sa respiration, dans la manière dont elle marchait sans se surveiller. Parfois dans la rue, elle croyait reconnaître Adrien. Un profil, une nuque, une ombre, mais ce n'était jamais lui. Et c'était bien ainsi. Il appartenait maintenant à une autre pièce, à une autre lumière. Il avait cessé d'être un homme. Il était devenu un passage. Un soir, en fermant la librairie, elle trouva une enveloppe sur le comptoir. Elle n'avait pas vu qu'il avait déposé aucun nom, juste 2 initiales, un 5e. Elle hésita à l'ouvrir, longtemps, puis elle le fit. Une seule page, une phrase.
Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, te choisir. Elle la lut 3 fois, puis elle la rangea dans son carnet. Pas comme un souvenir, comme un point. Depuis, elle n'eut plus jamais de nouvelles. Pas de message, pas de visite, pas de peinture retrouvée. Et pourtant, de temps en temps, dans le regard d'un inconnu, elle sentait encore cette vibration ancienne, celle du regard qui croit voir, qui veut fixer, qui veut posséder. Mais elle savait maintenant comment le traverser. Elle ne fuyait plus, elle ne luttait plus. Elle le laissait passer à travers elle, sans y rester accrochée. Une amie lui proposa un voyage en Grèce. Elle accepta, pas pour fuir, pour respirer autre chose. Elle marcha parmi les oliviers, longea les falaises, écrivit quelques pages dans son carnet sans effort. Pas de phrase parfaite, juste ce qu'elle voyait. Le vent n'a pas de mémoire. Mais moi, je sais quand tourner la tête. À son retour, elle retrouva son appartement exactement comme elle l'avait laissé. Le temps n'avait pas forcé les verrous. Elle se fit un thé, ouvrit la fenêtre, et s'assit dans la lumière douce du soir. Elle regarda le carnet. Il restait peu de pages blanches. Elle n'écrirait pas tout. Elle ne voulait pas faire de ce qu'elle avait vécu un récit à figer. Ce qu'elle avait compris ne pouvait être dit qu'en silence, dans les gestes, dans la lenteur. Elle sortit marcher. La nuit était tiède. Le monde tournait, et elle n'en était plus une passagère floue. Elle était là, claire, invisible aux yeux de ceux qui cherchent des muses, mais lumineuse pour ceux qui regardent vraiment. Ce matin-là, Paris était blanche de lumière, pas éclatante, pas dure. Une lumière diffuse, comme posée à la surface des choses. Élise ouvrit la fenêtre. L'air était doux. Elle n'attendait plus rien, et c'était précisément pour cela qu'elle sentait que quelque chose approchait. Non pas un événement, pas un retour, quelque chose de plus subtil, une sorte de pédance presque gênante. Elle s'assit à sa table. Le carnet était là. Elle l'ouvrit sans y réfléchir. Une page blanche. Elle y traça une ligne. Juste une. Fine. Courbe. Elle ne voulait plus se remplir. Elle voulait simplement laisser apparaître ce qui restait. À midi, elle descendit acheter du pain. Le boulanger la salua. Il lui demanda si elle allait bien. Elle répondit oui sans se forcer. Il lui sourit, et elle remarqua qu'il la regardait avec douceur, mais sans attente. Elle remercia. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle appartenait au monde non pas comme une énigme à résoudre, mais comme une présence simple. Elle traversa le pont, s'assit au bord de l'eau, et observa les reflets. Le soleil ne brillait pas, mais tout vibrait doucement. Comme elle, un homme passa. Il la regarda. Elle soutint son regard, mais sans jouer, sans invitation, juste là, présente. Elle pensa à Adrien. Pas avec douleur, avec une reconnaissance étrange, presque lointaine. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait portées en elle, celles d'étoiles, d'âme carnet, d'âme rêve. Elle ne les reniait pas. Elles avaient existé, elle l'avait traversée, mais elle ne la définissait plus. Elle était seule maintenant, et cette solitude qu'elle avait crainte était devenue un espace clair, pas vide, un lieu où respirer, créer, toucher sans se dissoudre. Elle ne cherchait plus à être regardée. Elle vivait. Le soir venu, elle rentra chez elle. Elle alluma une bougie, pas pour créer une ambiance, pour voir danser l'ombre sur les murs. Elle ouvrit le carnet une dernière fois. À la dernière page, elle écrivit « Je ne suis pas une muse. Je ne suis pas un souvenir. Je suis la lumière que je porte, et je n'attends plus. » Puis elle referma le carnet. Elle le posa sur l'étagère. Elle éteignit la lumière, et dans l'obscurité douce de la pièce, elle sourit non pas à quelqu'un, à rien, à elle-même.